Tout est OK. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Denise Lemire. Je suis présidente du réseau de prévention de la maltraitance des aînés francophones de l'Ontario. Et puis, je suis membre aussi de la FARFO, la Fédération des aînés retraités. Francophone de l'Ontario. Et puis, je suis représentante du secteur aîné à l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Donc, un beau triumvirat de ma part. Donc, on travaille fort pour les aînés, les 250 000 francophones aînés en Ontario français. Donc, bienvenue à cette conférence dans le cadre de la Journée internationale de sensibilisation à la maltraitance envers les personnes aînées. En fait, c'est notre journée par excellence là, pour nous sensibiliser, puis sensibiliser la population en général au niveau de la prévention de la maltraitance qu'on connaît comme étant vraiment un fléau de ce temps-ci avec tout ce qui se passe au niveau des fraudes, au niveau de la maltraitance physique et psychologique, etc. Donc, il me fait plaisir de vous accueillir. On a un plein programme aujourd'hui. Donc, le thème de la journée, c'est vieillir en s'affirmant. Donc, si on veut que les choses changent, les aînés, il faut être là. Donc, c'est mon message clé pour cette conférence. C'est nous autres qu'il faut qu'on apporte des changements. Et puis, c'est ce qu'on tente de faire à la Farfo et dans nos réseaux de personnes aînées en Ontario et partout ailleurs, en fait au Canada et aussi à l'international. Donc, bienvenue. Donc, je voudrais juste commencer. Je ne sais pas si Bénédicte Chauffelin, qui est la directrice générale du CNPA, du Réseau national de prévention de la maltraitance, hier, elle a reçu un prix de reconnaissance Elizabeth Podniak. Donc, je voudrais juste la féliciter de ma part pour ça fait 9 ans que Bénédicte travaille au National. Je suis sur le conseil d'administration, je travaille avec elle, puis je suis bien fière qu'elle a eu ce prix-là. Donc, on continue. J'ai quelques détails techniques à vous proposer. OK. Je, OK. Donc, le thème aussi aujourd'hui, on va parler d'âgisme avec Louise Bélanger-Hardy qui est ici avec nous. Et puis, on va parler de l'intergénérationnel. Puis peut-être les deux, ils vont se compléter aussi avec Francine Goyette. Donc, je suis bien contente de vous accueillir à notre conférence annuelle pour cette journée bien spéciale. Avant de commencer, je vais juste faire une reconnaissance des terres comme on fait habituellement. Donc, la FARFO et le RP-MAFO reconnaissent que les terres sur lesquelles nous vivons, apprenons et nous divertissons tous les jours, sont situées sur des territoires autochtones traditionnels à travers la province de l'Ontario. La FARFO et le RP-MAFO sont honorés de collaborer avec ses clientèles, ses partenaires et les communautés autochtones de tous les territoires. Nous reconnaissons également les gardiennes et gardiens du savoir traditionnel et les anciennes et anciens, qui soient encore parmi nous ou qui nous aient précédés. Notre petit message. Bon, au niveau de la techno, premièrement, la conférence est enregistrée et vous allez pouvoir le réécouter ou la distribuer à votre réseau. On va la mettre sur notre page web du RP Mafo, qui est située sur le site Internet de la FARPO. Donc, on vous a mis tout en sourdine et avec la caméra fermée. Aussi, je vous invite à mettre vos questions ou vos commentaires dans le chat ou dans l'icône questions et réponses.
Après chacune des conférences, on va tenter de répondre, les conférencières vont tenter de répondre à vos questions. Donc, le chat et questions et réponses, ça va être coordonné par moi-même ou par Samia, on va jeter un coup d'œil là, sur ces deux formes de communication-là. Donc, aussi, une dernière chose, il va y avoir un formulaire d'évaluation qui va vous être envoyé après la conférence. Donc, on vous invite à, à le remplir. Nous, on a besoin des nouvelles idées, des nouvelles méthodes de manière de faire, puis on veut savoir comment vous avez aimé ça. Et puis, si vous avez des commentaires, ça serait bien intéressant. Donc, juste pour aussi, pour ceux qui connaissent pas la Farfo, donc la Farfo, c'est le porte-parole des 250 000 personnes francophones aînées en Ontario. Ce qu'on tente de faire, c'est qu'on tente de répondre aux besoins et aux défis des personnes aînées francophones en Ontario. Donc, on a 4 dossiers prioritaires depuis une couple d'années, dont la santé, l'aide à domicile, le logement et les soins de longue durée. Et puis, on écrit des mémoires pour le gouvernement, puis aussi, on fait beaucoup d'interventions, peut-être pas d'intervention, mais d'actions au niveau des organismes locaux à travers l'Ontario. Si vous voulez avoir de l'info, vous pouvez visiter le site Internet de la FARPO. Puis, au niveau du réseau de prévention de la maltraitance des francophones de l'Ontario, nous, notre mandat, c'est la sensibilisation, la formation et la prévention de la maltraitance. Et puis, notre priorité cette année, c'est de développer des réseaux locaux au niveau de la prévention de la maltraitance. Vous n'avez probablement entendu parler, vous allez en entendre parler plus tard. Le réseau national a pondu un guide comment faire pour créer des réseaux. Donc, on s'en sert, puis on a commencé à rencontrer des organismes, etc. Donc, pour toute information en lien avec la RP-MAFO, vous visitez farfo.ca. Et puis l'icône RP Mafo maltraitance, on a des ressources là-dedans, puis on a les prochains webinars, des choses comme ça. Donc, moi, je suis très fière de ce réseau-là, puis on travaille fort, je peux vous dire ça. OK, donc sans plus tarder, là, parce qu'on a quand même beaucoup de choses à vous dire, les conférencières ont beaucoup de choses à vous dire, donc je vous présente la première conférencière, Louise Bélanger-Hardy, qui est juriste de profession, professeure titulaire à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa, où elle enseigne le droit de la santé et le droit de la responsabilité délictuelle. Membre de l'Institut de recherche LIFE, elle s'intéresse aux droits humains des personnes aînées et aux liens intergénérationnels. Elle milite pour l'adoption d'une convention internationale sur les droits des personnes aînées. Elle pourrait peut-être nous en parler un petit peu, dont le but sera de mieux protéger les intérêts des personnes qui vieillissent. Elle a agi comme membre de plusieurs comités d'éthique et de la recherche et elle a travaillé comme adjudicatrice dans le cadre du régime de réglementation des professions de santé en Ontario. C'est vraiment un plaisir de l'accueillir en cette journée des plus spéciales. Donc, juste un rappel, si vous avez des questions pour elle ou des commentaires, mettez-les dans le chat ou dans la section questions et réponses. Donc, Louise, je te laisse, je départage mon PowerPoint et puis je te laisse partager le tien. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je vais faire ça. Est-ce que c'est ça ici? On va monter plus haut ici. Juste une petite seconde. Oups. Pourquoi est-ce que ça... Un instant. J'y arrive. Et voilà. Donc, bonjour tout le monde. Il me fait bien plaisir de passer ces quelques moments avec vous ce matin pour discuter de l'agisme.
Alors, voici un peu le plan de la session pour aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est parler de qu'est-ce que c'est, parce que souvent on a de la difficulté. C'est pas toujours facile de déceler l'agisme, mais il y en a partout. Donc, une fois qu'on commence à se pratiquer, on le retrouve. On va parler rapidement des causes et des conséquences. Je vais parler du lien avec la maltraitance aussi, étant donné l'importance de la journée d'aujourd'hui. Et on va regarder quelques-unes des solutions pour tenter d'éliminer l'agisme. Et à cet égard, vous voyez là, en bas de l'écran qu'on va parler des liens intergénérationnels comme une des stratégies. Moi, je ne parlerai pas ça, je vais laisser ça à ma collègue qui est beaucoup plus experte que moi dans le domaine et qui va vous parler. Donc, Mme Goyette va me suivre là, et elle sa présentation va concentrer sur cet aspect. Donc, la question qu'on veut se poser, c'est l'agisme, c'est quoi? On parle de sexisme, de racisme, toutes sortes de ismes, et l'agisme s'ajoute à cela. Le terme vient d'un gérontologue américain, comme vous voyez à l'écran, qui a proposé ce terme-là en 1969. Ça fait quand même un bout de temps. Et il a tout simplement parlé de l'idée d'un préjudice de la part d'un groupe d'âge vis-à-vis l'autre, mais a présenté le terme agisme. Ça fait plus de 50 ans de ça, donc la définition de ce qu'est l'agisme a évolué. Et par exemple, des organismes comme l'Organisation des Nations Unies vont présenter l'agisme comme finalement c'est le phénomène qui se rapporte aux pensées, aux sentiments et aux comportements à l'égard des autres et de nous-mêmes en fonction de l'âge. Donc, dans cette définition-là, on revoit l'idée d'un stéréotype. Stéréotype, dans le fond, c'est une espèce de généralisation simplifiée qu'on applique à un groupe de personnes sans tenir compte là, des différences individuelles. Donc, par exemple, si on disait toutes les personnes aînées sont incapables de se servir des ordinateurs convenablement. Ça, c'est un stéréotype, c'est une espèce de généralisation que l'on fait. Même chose si on dit, les personnes âgées n'aiment pas le changement. Encore là, stéréotype. Les préjugés, là, on est plus dans le domaine des sentiments, des attitudes, des pensées. Préjugés, on veut dire juger avant, n'est-ce pas? Donc, on va porter des jugements de valeur. On va être prédisposé, si vous voulez, à réagir défavorablement à certains phénomènes, dont l'âge. Donc, par exemple, supposons qu'on disait, les personnes âgées sont un fardeau pour leur famille, leurs proches, ainsi que pour la société dans son ensemble. Là, on est dans l'ordre des préjugés, c'est-à-dire c'est une attitude, c'est une pensée qu'on a au sujet de l'âge. La discrimination, on est plutôt dans le domaine des comportements. C'est que là, on va en fait porter atteinte à l'égalité des gens en fonction de leur âge. On va les traiter différemment. Et quand les tribunaux regardent ce genre de phénomène, de la discrimination dans le contexte de l'âge, on va regarder est-ce que, dans le fond, il y a un traitement différent fondé sur l'âge et surtout, on va regarder est-ce que la loi, l'attitude, le comportement ou ce qu'on reproche à quelqu'un en termes de discrimination, est-ce que ça renforce, ça perpétue et ça accentue un certain désavantage. Donc, on peut se demander où est l'agisme. Bien, c'est très simple, il est partout. Il est dans les milieux de travail, dans les familles, dans les milieux scolaires, au sein de certaines institutions, dans le choix de certaines politiques et dans les médias. Vous ne serez pas surpris d'avoir les médias en général et les médias sociaux. Bon, on va penser qu'il y en a partout, c'est vrai. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien qui se fait du tout au Canada? Non, je dois dire que moi, je vais avoir l'air de critiquer ou enfin de porter un regard critique, je dirais, sur l'agisme dans nos sociétés, mais en réalité, il y a certains efforts, certains organismes qui travaillent fort, il y a d'excellentes publications, des vidéos, il y a des ressources qui montrent qu'il y a des gens qui s'intéressent à cette notion, mais pas tout à fait assez. Et c'est ce qu'on tente de faire en sensibilisant les gens à cette notion. Bon, on veut reconnaître l'agisme et là, ce que je vais faire, je vais vous donner certains exemples. Vous allez essayer de voir ce que vous en pensez.
reconnaître l'agisme, alors on va parler de ça. Et vous allez voir dans les exemples, on a la notion d'auto-agisme. C'est l'agisme dirigé contre soi-même. Et ça arrive beaucoup plus souvent que l'on pense. Enfin, on est probablement tous un peu responsables d'une forme ou l'autre d'auto-agisme, moi y compris. Puis vous avez aussi la notion d'un agisme bienveillant. Ce qu'on veut dire par ça, c'est qu'on va avoir certains commentaires qui, de prime abord, sont bien intentionnés, les gens veulent être gentils, etc. C'est pas malveillant, mais quand on décortique ce qui se passe, on se rend compte qu'en fait, il y a de l'agisme et cet agisme peut avoir justement ce caractère bienveillant. Donc, regardons certains exemples. Euh, vous allez, moi, mon but, c'est de provoquer la réflexion. Vous ne serez peut-être pas tout à fait d'accord avec certains des exemples que je vais proposer, mais c'est pas grave. Vous avez droit à votre point de vue. Moi, j'essaie simplement de provoquer un peu notre réflexion. Donc, milieu de travail, c'est un des lieux où on a beaucoup d'agisme. Il y a des chercheurs qui concentrent sur ce milieu-là, et avec raison. Donc, supposons qu'on avait ceci. Voici le scénario. Dans une entreprise, le patron va dire à un autre employé, en parlant de Pierre, un employé de longue date. Puis le patron dit ceci: ne donne plus à Pierre ce type de dossier. Il approche ses 60 ans. Qu'est-ce qu'on a là? On a un stéréotype. Quel est le stéréotype? C'est qu'à partir de 60 ans, on a moins d'acuité intellectuelle, peut-être moins on va réagir d'une façon plus lente, peut-être à certains phénomènes. Donc, ça remet en question la capacité des gens aînés de gérer des situations complexes, etc. Mais nous savons tous fort bien que ce n'est pas le cas. Hein? Ce n'est pas parce qu'on a 60 ans qu'on perd énormément de neurones au point de ne pas pouvoir endosser, travailler dans certains milieux. Donc, ça nous porte à penser à tout ce qui serait nécessaire et ce que les chercheurs vont proposer pour essayer de changer la mentalité en milieu de travail. Ça, c'est tout un dossier. On a de l'agisme dans la vie quotidienne. Exemple, une fille dit à sa mère: « Ah, vraiment, maman, là, je pense que tu es un peu trop vieille pour porter ce style de pantalon. Hein? » Quel est le stéréotype ici? Le stéréotype, c'est qu'une fois qu'on a un certain âge, bien, on ne portera pas certains vêtements. Certainement pas des vêtements un peu sexy, etc. Vous voyez, un stéréotype. L'âge égale une certaine façon de s'habiller. Ou quelqu'un va arriver et va dire: « Mon Dieu, Madame Jones, vous avez l'air tellement jeune, vous faites vraiment pas votre âge. » Bon, on peut penser que c'est intéressant de recevoir un commentaire comme celui-là, mais en réalité, c'est un commentaire qui est âgiste. Pourquoi? Parce que essentiellement, on dit à la personne: « Ben, tu es chanceuse de ne pas avoir l'air âgé, c'est-à-dire être âgé ou avoir l'air âgé, c'est pas une bonne chose. » Si on parle d'auto-agisme, ben, le problème ici, c'est qu'à force d'être confronté aux stéréotypes agistes, on finit par les intérioriser. Et ça nous guette tous, là. C'est très difficile d'éviter cette intériorisation. Donc, exemple, Suzanne, 74 ans, dit: « Ah, je suis trop vieille pour apprendre une nouvelle langue, le coréen, par exemple. » Ou Suzanne va dire: « Ah, les ordinateurs, là, ça commence à être compliqué. Moi, je suis trop vieille pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'est ChatGPT, par exemple. » Le problème, c'est pas tellement que Suzanne exprime que c'est complexe d'apprendre une nouvelle langue ou que c'est complexe de comprendre comment l'intelligence artificielle fonctionne. C'est qu'elle associe ces phénomènes-là à son âge. Elle-même, elle se voit comme étant trop vieille. Donc, elle répond à un stéréotype et même à des préjugés. Un petit peu plus, un petit peu plus peut-être controversé, vous n'êtes peut-être pas tout à fait d'accord avec moi, mais supposons qu'Anna Maria teint ses cheveux. Là, si vous étiez près de moi, vous verriez qu'il y a quelques efforts de teindre une partie de mes cheveux. Pourquoi? Pourquoi? Bien, c'est parce que peut-être que je veux avoir l'air moins vieille que l'âge que j'ai vraiment, mais la vraie question ici, c'est pourquoi est-ce que je m'inquiète de ce type de choses? Qu'est-ce qui est véhiculé exactement par la société ici
au niveau de l'âge? Est-ce que c'est la crainte d'être écarté de la société, etc. Même chose, Paul, 88 ans, qui a pas de démence, souvent il va dire, ah, je me souviens plus de quelque chose, c'est parce que je suis vieux. Ben, pas souvenir de la rue ou du nom de quelqu'un, ça peut arriver à tout le monde. C'est encore là le fait qu'il associe lui-même, le fait que des fois sa mémoire n'est pas tout à fait ce qu'elle était à son âge, euh, c'est pas toujours idéal. Alors ça, ce sont des réflexions sur l'auto-agisme. L'agisme bienveillant, ben ça, c'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas que les gens sont nécessairement mal intentionnés, mais ils vont, par exemple, dire quelque chose comme le fils d'Ahmed dit à son papa, ah, papa, ça n'a vraiment pas d'allure que tu restes dans ta maison, tu vas devoir aller dans une résidence pour personnes âgées, tu as plus de 80, là, tu commences à être un peu plus frêle, etc. Donc, ça, c'est le stéréotype de la personne âgée qui ne peut pas prendre de risque, ne peut pas faire de choix, d'autres doivent décider pour elle où elle doit demeurer, etc. Donc, ça, c'est une forme d'agisme. Je vais y revenir de toute façon. Dans la société, agisme, on le voit dans la publicité, dans les médias sociaux. Il y a plusieurs exemples. Par exemple, pendant la pandémie de la COVID-19, on avait l'expression, là, si vous regardiez les médias sociaux, en anglais, Baby Boomer Remover. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais c'était commun pendant la pandémie. Mais ça, c'est terriblement agisme, mais non seulement ça, c'est terriblement offensant d'entendre ce discours. Au sein des institutions et organismes, est-ce qu'on voit l'agisme? Oui. Par exemple, J.A. accompagne son père. C'est le père de 86 ans. Ils vont chez le médecin ou chez le dentiste. Le docteur Leblond explique quelque chose au sujet de l'état de santé du papa, mais parle seulement à J.A. C'est comme si le papa n'existait pas. Les interactions seulement avec un enfant et on écarte la personne âgée. Qu'est-ce qu'on présume? Ben, qu'elle ne comprendra pas, ça va être trop complexe, peut-être qu'elle est un peu dur d'oreille, toutes sortes de préjugés et de stéréotypes entrent en jeu. Dans un centre de soins de longue durée, Josée, qui est infirmière, s'exprime ainsi en parlant à Mme Smith. Madame Smith, avez-vous bien mangé votre banane, ma belle? Ça, c'est ce qu'on appelle le baby talk dans la recherche sur l'agisme. Essentiellement, c'est une infantilisation de la personne âgée. Même chose quand on dit oh dear. Moi, personnellement, je déteste ça. On a l'attention dans le domaine où on a des programmes récréatifs, des soins de longue durée, des résidences et même dans nos interactions avec des préposés dans les magasins. C'est une forme d'agisme que d'infantiliser les personnes qui, de toute apparence, sont un peu plus âgées que d'autres. Les études démontrent aussi, quand on regarde des institutions, que dans le domaine de la recherche médicale, recherche dans toutes sortes de domaines, dans les essais cliniques, les personnes âgées sont souvent sous-représentées dans le domaine de la recherche. On s'intéresse parfois au phénomène des personnes âgées, c'est clair, mais dans certains aspects de la recherche, on oublie là, que peut-être le phénomène de la personne aînée vaut la peine d'être exploré plus à fond. Finalement, dans le domaine des politiques et des lois, ça peut être des outils, comme on va le voir, qui peuvent aider à contrer l'agisme, mais dans ces contextes-là aussi, il y a des problèmes. On peut penser à, par exemple, la question du financement des soins de longue durée. Pourquoi est-ce que c'est difficile là, de mettre les montants nécessaires pour assurer les ressources dans plusieurs domaines où les personnes âgées opèrent? L'emprise des compagnies d'assurance. Dernièrement, mon conjoint, son cousin, 75 ans, parfaitement en santé physique et mentale, a travaillé dans le domaine de la réparation des fournaises de toute sa vie, expérience extraordinaire. Il n'y a aucune raison pour laquelle cet homme-là ne travaille plus, mais la compagnie d'assurance ne veut plus l'assurer pour ce genre de travail. Il doit arrêter de travailler, par exemple. Donc, tout le domaine des assureurs, ça c'est un autre, il y a des politiques à repenser ou à sensibiliser les gens dans ce domaine-là. On a vu la réaction des gouvernements suite à la pandémie. En Ontario, par exemple, le gouvernement s'est précipité pour adopter une loi qui limitait la capacité des gens et
autant les gens qui ont vécu en soins de longue durée à cette époque-là ou dans les résidences ou leur famille, de poursuivre. En d'autres mots, rendre la vie plus difficile. C'est déjà difficile de poursuivre une entité publique, mais de passer une loi pour limiter les critères et limiter la capacité de poursuivre, très injuste. Donc, il ne manque pas d'exemple, comme vous pouvez le voir. Pourquoi est-ce que l'agiste existe? L'agiste existe pour les raisons suivantes. Euh, et là, c'est des chercheurs qui avancent certaines thèses, parce que c'est quand même, il y a des moyens, des outils pour mesurer l'agisme, mais des études approfondies sur la question, c'est compliqué, c'est coûteux, mais on peut avancer quand même certaines thèses. Une des thèses, c'est que c'est l'angoisse à propos de la mort. Donc, les personnes âgées sont un rappel, dans le fond, que la vie a une fin. Et l'agisme devient une espèce de manière de gérer cette angoisse-là. On sait qu'on vit dans une société qui valorise la jeunesse. On a même un culte de la jeunesse, qu'on pourrait dire, et ça à l'échelle mondiale. La fréquence des contacts entre les personnes aînées et les plus jeunes vient se rattacher aussi à cette notion d'angoisse face à la vieillesse et à la mort. Donc ça, on propose que c'est une des causes de l'agisme. L'autre, c'est celle que vous voyez là en bas de l'écran, c'est-à-dire le fait que depuis l'industrialisation des sociétés, on a eu un bouleversement, si vous voulez, dans les rôles sociaux, alors qu'à une certaine époque, on valorisait l'expérience et la longévité. C'était même extraordinaire et tout un exploit de vivre au-delà de 40, 45 ans. Il y avait une certaine vénération de l'âge et de l'expérience. Avec l'industrialisation, on voit une valorisation de la productivité et qui dit productivité dit rapidité, etc. Donc, efficacité. Et ça peut être difficile à concilier avec quelqu'un qui, peut-être fonctionne un petit peu moins vite qu'avant, mais n'est pas nécessairement incapable et n'est certainement pas nécessairement quelqu'un qui n'est pas productif. Donc, ça, c'est une autre des suggestions pour expliquer l'agisme. L'autre possibilité, puis ça c'est vraiment intéressant, c'est la question des conflits au niveau des ressources. Donc, on va expliquer, par exemple, dans la recherche que le pouvoir, l'argent, la propriété est détenu surtout par les gens qui sont adultes, là, ceux qui sont dans le milieu, entre les aînés et les plus jeunes. Et la théorie veut que certains plus jeunes tentent de récupérer ces ressources-là auprès des personnes âgées, ce qui entraîne un discours âgiste du type Ah, ben ça, c'est une génération qui a eu de l'argent, qui a eu du pouvoir, maintenant c'est notre tour, etc. Donc, on entend ce discours-là de temps à autre et là, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais aussi peu que 2 mois passés, j'ai lu un article qui était sur CBC, Radio-Canada en anglais. Puis l'article visait à parler du budget du gouvernement Trudeau et du phénomène de ce qu'on appelait la justice générationnelle, parce que dans le budget, on disait on veut tenter d'équilibrer un peu ce qui se passe entre les générations, pas nécessairement jeunes et aînés, mais du moins jeunes et pas jeunes. Euh, et là, on disait, qu'est-ce que les économistes en pensent ou l'économiste n'était pas certain que les mesures proposées arriveraient au but. Donc, on lit le titre, on pense que ça va être un article qui va parler de ce phénomène-là et on va avoir le point de vue des économistes. Et oui, on trouvait dans l'article ce phénomène-là, une discussion avec certains experts. Mais le journaliste avait choisi de reproduire des extraits et avait décidé de parler, de reproduire essentiellement des extraits extrêmement âgistes qui, à mon avis, c'était absolument pas nécessaire de répéter les propos âgistes qui venaient d'ailleurs. Et il y en a qui c'était extrêmement sérieux parce que ce que ça disait, là c'est toujours dans le conflit des ressources, ça s'adressait à toute la question du logement et essentiellement
le journaliste répétait les propos de quelqu'un d'autre et cette autre personne, qui n'était pas nommée, disait, ah, il y a une notion depuis plusieurs années qu'il y a toute une génération qui ne font que penser à eux, puis là, on parlait de la génération des baby boomers, et au lieu de donner leur maison à leurs enfants plus jeunes qui, eux, ont de la misère à s'acheter des propriétés, les voilà qui hypothèquent leur propre maison pour pouvoir aller en croisière, etc. Alors, vous voyez, ça, c'est extrêmement âgiste comme commentaire. Ça se retrouvait dans un article dans lequel ce n'était pas nécessaire de reproduire du tout cette réalité. Ah, vous voyez tout de suite, ma fille m'a dit de ne pas m'échauffer, donc je vais arrêter de parler de cet article-là, ne pas m'échauffer parce que, voilà. Pourquoi est-ce qu'on devrait se préoccuper? Ben, c'est que les conséquences de l'âgisme sont sérieuses. Et ça, il y a pas mal de recherches. Vous pouvez trouver plusieurs sources qui confirment là, ce que vous voyez à l'écran. Donc, qu'est-ce que ça peut faire l'âgisme? Ça peut mener quelqu'un à cesser de travailler, de quitter un milieu de travail alors qu'ils ne sont pas prêts à le faire. Ça peut faire en sorte qu'on hésite à participer à certaines activités sociales. Peut-être qu'on va avoir l'impression qu'on sera la personne la plus âgée dans ce milieu-là et on se prive d'activités qu'on aurait peut-être aimées ou qu'on aimerait. Il y a toute la solitude et l'isolement. Il y a des liens entre l'âgisme et ces phénomènes-là. Moins bonne estime de soi, effet sur la santé physique et mentale. Puis il y a même une étude, là, vous voyez le nom de quelqu'un une psychologue qui est prof à Harvard et qui a fait une étude intéressante. Et selon elle, selon son étude, l'âgisme peut éliminer 7 ans dans l'espérance de vie de quelqu'un. C'est énorme. Autre conséquence, peut-être que les gens développent ou vont perdre l'habitude de s'occuper d'eux-mêmes, moins de soins personnels. Après tout, on s'en fiche. Les gens pensent déjà qu'on est écarté de la société, on n'est pas important, on n'a pas l'air joli, etc. Donc, on ne va pas s'occuper de notre apparence. Bon, c'est pas tout le monde, là, mais ça peut mener à ce type de choses. Susceptibilité à la maltraitance et la violence, je vais en parler dans une seconde. Et un autre point plus subtil ici, qui fait en sorte que certaines des qualités qu'on associe au fait d'être humain plutôt qu'au fait animal, c'est-à-dire l'humour, la moralité, la culture, mais ça ne fait pas partie de ce qu'est une personne âgée, selon une perspective âgiste, et ça donne une espèce de déshumanisation. C'est très subtil. L'auto-agisme peut être tout aussi dommageable, hein, en passant, que l'agisme qui va être celui d'autrui. Parlons donc d'agisme et de maltraitance en cette journée aujourd'hui. Agisme, on l'a vu, je viens de l'indiquer, parle d'isolement et l'isolement nous rend plus susceptibles à la maltraitance. Hein? C'est bien connu. L'autre idée, c'est que si on ne valorise pas quelqu'un, on a moins tendance à répondre à ses besoins, n'est-ce pas, ou à penser à elle, à travailler à ce que cette personne soit moins isolée, etc. L'agisme est attaché à l'idée d'une perte d'estime de soi, une perte de valeur, de ce qu'on peut être. Et bon, ceux qui travaillent, comme plusieurs d'entre vous, dans le domaine de la maltraitance, savent que tristement, c'est triste à dire, mais les études le démontrent, c'est que l'agisme et la violence, la maltraitance peut provenir des membres de la famille, ou des gens qui nous entourent. On parle de violence physique, évidemment, de violence mentale, mais aussi violence financière. Donc, ça, je l'ai mis en bleu parce que c'est une réalité. Ça peut venir du milieu qui entoure une personne plus âgée, mais ça peut venir de l'extérieur, comme on le sait, avec toutes les arnaques qui nous viennent de toutes parts là, via les téléphones, les médias sociaux, les courriels, etc. Mais la maltraitance financière, là, on parle de quelque chose comme forcer quelqu'un à vendre sa maison, hein, mettre de la pression sur quelqu'un de vendre une propriété, par exemple, de contrôler le compte de banque de quelqu'un, pire encore, piger dans le compte de banque de quelqu'un. Ce sont tous des formes de maltraitance sous le volet maltraitance économique, maltraitance financière. Pour ce qui est des institutions, bien là, on a vu ça en action avec la pandémie de la COVID-19.
partout, du moins au Québec, mais en Ontario, on n'a pas échappé à ça, on le sait. Il y a eu des rapports sur les traitements que les personnes âgées ont reçus dans certaines institutions. Donc, la maltraitance, ça peut avoir lieu à ce niveau-là aussi. Euh, donc, j'avance dans le temps. J'ai ce petit vidéo, donc on va m'aider à le montrer juste en 3 minutes où vous allez voir certaines pistes contre l'agisme. Si vous voulez voir la vidéo, je pourrais ou quelqu'un pourrait l'ajouter dans le chat après qu'on a fini, que j'ai fini de parler ou après peut-être à midi, lorsqu'on a terminé. Vous pourrez le regarder. Ça vient de la Suisse, mais vous allez voir, pour mes fins, moi, je trouvais que c'était utile, là. Donc, est-ce que je dois cesser de partager mon écran? On va voir, peut-être pas. S'il y a des difficultés techniques, ce que je vais faire, je vais résumer. Peut-être qu'on y arrive. Oui, OK. Donc, on va nous placer au bon endroit, là, parce qu'on ne peut pas se permettre de regarder toute la bande vidéo. 6 minutes 41. C'est ça, parfait. Alors, je ne vois plus la bande vidéo. Je ne sais pas si les gens la voient. Sinon, je propose de laisser tomber. Qu'est-ce que vous en pensez, Denise ou Benchel? On la voit pas, Benchel, y a-t-il possibilité? Sinon, ce que je propose, c'est que est-ce que je vais terminer ma présentation parce que je ne veux pas emprunter sur le temps de Francine, là. Et puis, On fait un deuxième essai. moi, je n'entends pas la vidéo, là. Non, moi non plus. Ça marchait avant, Benchel, mais là, Oh, vous n'entendez pas? Non, pardon. on n'entend pas. Donc, Benchel, sais-tu, si tu peux enlever la vidéo, je vais retourner à mon PowerPoint, puis je vais le terminer. Puis les gens pourront le regarder quand ce sera, euh, parce qu'on n'a pas, notre temps est un peu compté, là, donc je peux résumer. Alors, moi, je dois retourner et refaire le screen share. C'est ça, Benchel? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, je vais faire ça. Je vais mettre ça. Je vais mettre le lien dans le chat. Je ne peux pas contrôler le... Donc, Benchel, je ne peux pas contrôler le courriel là, de ce que je vais chercher. On va envoyer ça. Je vais essayer une dernière fois. C'est que ma souris ne peut pas. Je sais pas. Je ne peux pas contrôler. Je ne peux pas ouvrir le document. Tu peux pas ouvrir le PowerPoint, Non, Denise? non. Je ne peux pas ouvrir mon PowerPoint. Je m'excuse beaucoup, là. Je vais essayer avec une autre façon.
Là, on voit là, OK, alors on va y aller avec ça ici. J'avance, je vais retourner. Je vais y aller avec ça. OK, vous voyez mon écran, là? Bon. Alors, ça va? Tout le monde voit? Parfait. Alors, donc, comment éliminer l'agisme? Donc, le petit extrait dans la petite bande vidéo reprend ces thèmes ici. Et ce sont des thèmes qui reviennent, quelle que soit un peu la littérature qu'on utilise, les documents des Nations Unies aussi reprennent ces stratégies-là. Quelles sont-elles? L'éducation, utiliser les politiques et les lois, unir les âges intergénérationnels. Francine Goyette va parler de ça. Puis réagir, dénoncer, s'impliquer. J'ai senti que Denise nous invitait déjà à faire ça dès le début de la présentation. Qui doit à utiliser toutes ces stratégies-là? Pas seulement les personnes qui sont un peu plus aînées, qui sont les aînés ou les personnes plus âgées que d'autres, mais tout le monde. Éliminer l'agisme, comment faire? Bien, il y a d'abord l'éducation. Éducation de soi-même et éducation d'autrui aussi. Donc, s'informer soi-même, si on veut contrer l'agisme, il faut comprendre, il faut le reconnaître, etc. Et ça, il y a énormément de ressources pour s'informer. Donc, de ce côté-là, c'est positif. Il y a moyen de trouver des outils. On a des études. Il y a beaucoup d'outils. Il s'agit ils sont relativement accessibles via l'Internet. Une chose que moi je trouve vraiment importante, c'est qu'il ne faut pas oublier que vieillir, ce n'est pas laisser ses droits à la porte. Et les personnes qui vieillissent ont tendance à, des fois, à cause du discours âgiste, ont tendance à oublier ceci. Mais vous avez, ou toute personne conserve son autonomie tout le long de sa vie. Les gens ont le droit de décider où ils habitent, quel que soit leur âge. Ils ont le droit de refuser des soins, quel que soit leur âge. Ils ont le droit de disposer de leurs avoirs comme on l'entend. Donc, si on retourne à l'article qui m'avait tant offusqué, où on parlait du transfert des propriétés d'une génération à l'autre, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de loi qui oblige à ce qu'on donne notre propriété à nos enfants, etc. Donc, il y a une autonomie, il y a des droits, et c'est important, en autant qu'on a la capacité mentale, et ça se définit de diverses façons, mais présumant la capacité mentale de quelqu'un, les gens conservent leurs droits et peuvent et doivent faire l'effort d'insister pour qu'on les respecte. On peut aussi s'éduquer soi-même en se questionnant sur le vieillissement, les préjugés et les stéréotypes dont on a parlé aujourd'hui. Éduquer les autres, ça, c'est extrêmement important. Il y a des mouvements pour travailler là-dessus. Il faut commencer très, très, très jeune. Vous appelez pensez par exemple à l'enfant de 4 ans à qui on propose, on lit un petit livre, un petit enfant de 4 ans, des petites images et tout et tout. C'est très, très facile de voir des stéréotypes. Si l'enfant à 4 ans voit voici une grand-mère ou une personne aînée, puis qu'on présente quelqu'un d'un peu courbattu avec une canne ou quelque chose du genre, c'est peut-être une forme d'agisme bienveillant, mais l'enfant va immédiatement commencer à internaliser certains stéréotypes. On parle de programmes scolaires à niveau secondaire, collégial, universitaire. Dernièrement, j'ai vu une étude où on faisait un survol de certains des programmes où l'agisme revenait. Et dans ce survol-là, c'était quand même intéressant. On ciblait, on voyait que les cours, là c'était en milieu universitaire en particulier, là, où on parlait d'agisme, aurait été dans le domaine du travail social, la kinésiologie, sciences infirmières, gérontologie, ergothérapie. Mais je sais pertinemment qu'au niveau des études en droit, par exemple, où ça pourrait être extrêmement important de parler d'agisme, il y a très peu de cours dans les facultés de droit au Canada où on voit des cours sur l'agisme et le vieillissement, par exemple, ou les droits des personnes qui vieillissent. Même chose dans les facultés des écoles de commerce. C'est très rare d'associer le discours agiste avec certaines disciplines. Alors, il y a beaucoup de travail à faire là-dedans, y compris dans le domaine de la médecine, dans les domaines autres que la gérontologie. On peut, pour s'éduquer, ben, c'est de reconnaître aussi les comportements agistes, être à l'affût de l'agisme, etc. On peut utiliser comme deuxième stratégie, c'est de travailler avec les politiques. En fait, c'est le milieu intergénérationnel qui est la deuxième stratégie. On va en parler dans une minute.
Mais la troisième stratégie qu'on véhicule, c'est d'utiliser les politiques et les lois. Donc ça peut, évidemment, les politiques et les lois peuvent contribuer à lutter contre la discrimination et les inégalités. Donc, c'est un outil utile, mais par contre, c'est utile pourquoi? À travers les mécanismes qui sont décrits ici, donc des institutions où on protège les droits de la personne, des commissions où on peut faire des plaintes, des tribunaux à l'occasion, les médiateurs, les organismes plus largement chargés d'appliquer des traités ou des conventions internationales. Mais ce qu'on constate dans les études, et puis je l'ai constaté moi-même à un moment donné quand j'ai regardé cette question, c'est que, et dans la vidéo, il y a un beau petit extrait où le chercheur mentionnait que ce qu'on voit, c'est que chez la population vieillissante, il y a une absence il le dit très gentiment, là, on dirait qu'il y a une espèce d'hésitation à s'affirmer. Par exemple, quand on regarde les plaintes devant les commissions des droits de la personne, les plaintes fondées sur l'âge, il y en a beaucoup sur le racisme, il y en a sur le sexisme, mais sur l'âge, la discrimination sur l'âge, elles sont beaucoup plus rares. C'est un pourcentage très faible des plaintes devant les commissions qui sont fondées sur l'âge. Et même à un moment donné, je regardais toutes les décisions de la Cour suprême du Canada, par exemple, qui traitent des questions d'âge ou de discrimination fondée sur l'âge. C'est surprenant comment est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et quand il y en a, elles sont, ce ne sera pas surprenant, dans le domaine de l'emploi. Donc, bien le message ici, c'est qu'il y a des outils, mais il y a un certain phénomène où la population vieillissante hésite ou n'a pas accès à ces mécanismes-là. Donc, toute la question de l'accès aux mécanismes pour redresser les atteintes aux droits, c'est un gros problème pour tous les âges. Mais ça s'accentue chez la personne, chez la tranche des personnes vieillissantes parce qu'il y a des questions les gens peuvent être malades, c'est plus difficile d'y accéder, mais des questions de ressources, etc. Donc, ça, il faut être vigilant. On peut voir aussi que en développant des politiques et des lois, il va falloir revendiquer aussi l'accès à certaines ressources, le financement des organismes à but non lucratif, financement des organismes communautaires qui travaillent sur l'âgisme. Dernier point que je vais faire avant de passer la parole à ma collègue, ou peut-être qu'on aura le temps de faire une couple de questions, c'est l'idée de dénoncer l'agisme et de s'impliquer. Donc, je parlais, et dans la vidéo, quand vous la regarderez vous-même, vous pourrez voir là, cette idée qu'on hésite. Et c'est intéressant parce que la jeune femme, la personne qui interviewe, là, je ne devrais pas même lui attribuer l'attribut de l'âge, je devrais juste dire la jeune femme, la femme qui interview dit, ben, à ce moment-là, peut-être que toutes les personnes âgées vont se révolter. Et là, on voit le chercheur qui dit, ben, j'aimerais bien ça, que les gens le fassent. Mais étant donné, comme je l'indiquais, que les gens hésitent, ils n'étaient pas nécessairement certains que ça allait se passer. Mais ça pourrait. Donc, il faut parler de l'agisme, il faut le relever et le dénoncer quand on le voit. Si nous-mêmes, on se sent moins à l'aise de s'avancer, on peut appuyer les gens qui s'opposent, soit par leurs vêtements ou par leurs actions, à l'agisme et aux stéréotypes, qui s'opposent aux stéréotypes. On peut devenir membre ou appuyer financièrement des organismes qui travaillent à militer contre l'agisme. On peut appuyer aussi politiquement des interventions au niveau plus large, c'est-à-dire au niveau international. Donc, par exemple, au Canada, là, il y a un nouveau mouvement qui existe depuis à peu près 1 an et demi, qui est une coalition, la Coalition canadienne anti-agisme, qui travaille à regrouper tous les organismes qui veulent bien se joindre à elle pour éventuellement s'embarquer dans une campagne le plus percutante possible contre l'agisme et faire ça au Canada. Mais aussi, cet organisme-là travaille comme organisme à but non lucratif, a une représentation aux Nations unies et a travaillé depuis plusieurs années avec d'autres organismes dans le monde à pousser pour une convention internationale sur le droit des personnes âgées.
Donc, on a des conventions, une convention internationale sur le droit des enfants. On en a une sur une convention relative aux droits des personnes vivant avec handicap. Mais on n'en a pas sur le droit des personnes âgées et on se rend compte que même dans des pays comme au Canada, avec une charte des droits et libertés, avec quand même des régimes où il y a des mécanismes où on peut porter plainte contre la discrimination, il y a quand même plein de vacuums, plein d'endroits où où les droits des personnes âgées ne sont pas respectés. Et ce qu'une convention peut faire, c'est aider premièrement, à faire reconnaître les droits dans des pays où on n'a pas une protection des droits de la personne aussi robuste que chez nous. Mais même si chez nous, on a une protection assez robuste des droits, on voit qu'il y a des enjeux. Ces conventions-là ont comme phénomène d'accélérer le discours. Et on l'a vu, ça, en termes de la Convention relative aux droits des personnes vivant avec handicap. Ça a changé le discours, ça a mené à certains changements législatifs, ça a mené à certaines obligations qu'on a créées, par exemple, en milieu universitaire. Je sais que moi, en milieu universitaire, il y a eu des politiques, il y en a dans le milieu de travail aussi pour favoriser, pour voir aux droits des personnes vivant avec handicap, par exemple. Donc, on sait que pas tout le monde est d'accord, mais il y a une certaine partie là, de la population qui croit, qui reconnaît ou qui prône l'idée que ces conventions-là peuvent avoir un impact euh, plus large qui favorise ensuite la reconnaissance des droits des personnes âgées. Donc, un des mécanismes dont moi, je n'ai pas parlé, une des stratégies, c'est les liens intergénérationnels. Donc, moi, je vais m'arrêter ici parce que Francine Goyette va nous parler de cette stratégie-là qui est absolument intéressante et c'est vraiment remarquable là, ce que son organisme a fait. Donc, je vais arrêter de partager ma caméra. Donc, Denis, je suis dans vos mains là, pour le déroulement de la prochaine partie. D'accord. Bien, merci beaucoup, Louise. Ce fut super intéressant. Moi, j'aurais une question. J'en ai pas dans le chat encore, dans le chat, mais n'hésitez pas là, à nous envoyer. On a une couple de minutes là, qu'on peut utiliser pour une petite discussion. Je me demandais, Louise, tu as parlé de la société qui valorise la jeunesse. Oui. Et là, avec l'augmentation de la population qui vieillit, est-ce qu'il n'y aurait pas une mouvance, une tendance là, à valoriser les personnes aînées, d'autant plus qu'il y a pénurie de professionnels. Donc, comment ça marche là, dans tout ton discours, là, ça? Ben, c'est certain que la population augmente, hein? Alors ça, on le sait, là, par 2050, c'est incroyable. Il va y avoir un très, très grand nombre de Canadiens qui vont être dans la tranche des personnes qu'on dit plus âgées, personnes aînées, mais c'est un phénomène qu'on voit presque partout dans le monde, même dans des pays où il y a une forte population plus jeune, on voit ce phénomène du vieillissement qui augmente. Alors, et certaines personnes voient ça comme étant l'occasion justement d'apporter des changements. Donc, on caractérise parfois la génération des baby boomers là, comme étant des gens qui ont, à cause de leur nombre, hein, ont entraîné des changements à mesure qu'ils ont vieilli. Et est-ce que ça veut vouloir dire que ce regroupement-là, lorsqu'il va se grandir, va forcer la société à changer? C'est possible. Alors, tout le monde travaille dans ce sens-là et l'idée, c'est qu'on encourage tout le monde à travailler dans ce sens-là parce que dans le fond, s'il y a un changement qui s'opère dans les prochaines années alors que la population vieillissante est plus élevée, ça va bénéficier en bout de ligne aux gens qui ont maintenant 35, 40, 50 ans.
Autrement, le statu quo va rester le même et eux vont vivre certaines des réalités plus négatives ou des choses qu'on aurait pu éviter, vont vivre les mêmes choses s'il n'y a pas de changement. Euh, donc, mais votre question est bonne parce que, Denise, ce que vous demandez, c'est est-ce que le fait de cet enflement-là, d'augmentation de la population, en soi, mènerait à une valorisation des personnes âgées? Là, je ne suis pas certaine que ça soit le cas. Ce n'est pas ce qu'on voit en ce moment dans la société parce qu'on voit que, vous voyez, dans l'article dont je parlais, là, qui date de juste une couple de mois, c'était en fait le contraire. On disait les générations plus jeunes disent ah oui, mais vous autres, vous avez tout eu, puis c'est la critique, puis c'est très acerbe, et puis vous devriez partager, puis c'est vous autres qui êtes la cause de tous les problèmes environnementaux, etc. Il y a une critique. Alors, c'est comme si les jeunes voient cette énorme population des personnes âgées et ont plutôt, et j'ai l'impression qu'il y a le danger, là, que l'augmentation ait l'effet d'augmenter aussi l'âgisme si on s'y attarde pas. C'est pour ça que les liens intergénérationnels sont si importants. Je vois le chat, on suggère que dans certains pays, ailleurs qu'au Canada, par exemple, aux États-Unis, on a plus grand respect des personnes âgées. Ça, je suis contente que vous posiez la question. Pourquoi? Parce que moi, j'ai souvent eu l'impression que c'était le cas, mais dans la bande vidéo on n'a pas pu vous montrer, le chercheur nous indique et nous rappelle qu'il y a des études américaines qui démontrent que ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, oui, il y a encore des sociétés où on valorise les personnes âgées. Puis on pourrait se tourner vers les Premières Nations chez nous, où il y a je pense que tout ce respect de l'expérience des aînés, hein, n'est-ce pas, existe. Mais moi, ma belle-fille est coréenne et puis donc je m'intéresse à cette société-là en particulier. Puis je lisais un article justement là-dessus, sur l'âgisme dans ce pays-là, et c'est en fait le contraire de ce qu'on pense. Donc, l'idée, c'est que les sociétés asiatiques, par exemple, où il y a eu de grands changements économiques, et la Corée, c'est un très, très bel exemple de ça. Là, on voit le phénomène de l'âgisme qui rattrape, si vous voulez, celui du contexte nord-américain ou européen. Donc, c'est là que quand on regardait les causes, l'industrialisation massive, la recherche de la productivité, la peur de la mort sont des phénomènes qui rattrapent même les sociétés où traditionnellement on aurait été porté à penser que la perception des personnes plus âgées est meilleure. Donc, je sais, le dernier point que vous avez mentionné, Denise, c'est la question des pénuries au niveau professionnel. Alors, c'est vrai. Donc, ça, en milieu de travail, ça peut être un dossier sur lequel on travaille, c'est-à-dire que essayer de démontrer que une des solutions à l'âgisme en milieu de travail, c'est d'incorporer justement et convaincre les employeurs au lieu d'éliminer la personne âgée du portrait, plutôt se servir de son expérience, adapter peut-être un peu le milieu de travail, changer légèrement les tâches peut-être dans certains cas, mais certainement qu'on peut se servir de cette tranche d'âge. Et il faut penser à tout le travail, par exemple, que vous faites, Denise. Il y a tout, là, on n'a pas parlé de ça, mais il y a toute une valeur qui est souvent mal reconnue ou qui n'est pas toujours aussi reconnue qu'on le voudrait. C'est tout le travail qui se fait bénévolement, si vous voulez, par les gens qui ont quitté le milieu de travail traditionnel. C'est énorme. Dans la question des soins, des aidants, des proches aidants, tout ce dossier-là, il y a de quoi valoriser, hein, n'est-ce pas? Les personnes qui ont l'âge, qui font partie d'une tranche d'âge un peu plus. Puis une chance qu'on les a, ces bénévoles-là, parce qu'on ferait dur au bout. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est une question, on peut se poser pourquoi, là, comment ça se fait. Il y a un partage ici, là, intergénérationnel à considérer. Oui, pardon. Juste une petite dernière question pour toi, Louise, puis c'est Irène Cormier.
qui a mis un commentaire. Souvent, le terme petite madame, petit monsieur, qui se veut diminutif de la personne. Mais moi, j'ai d'autres personnes qui me disent, ah, c'est cute, on aime ça. Donc, c'est quoi ta pensée là-dessus? C'est-tu cute ou ça ne l'est pas? Ben alors là, je vous ai dit dès le début, quand j'ai donné tous les exemples, ma petite madame et tout ça, lorsqu'on a regardé tous les exemples, je vous ai dit dès le début que moi, selon moi, ce genre de commentaire-là est âgiste, mais que tout le monde ne serait peut-être pas d'accord. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent, sais-tu, même si quelqu'un dit, ah, la petite madame, c'est pas grave. Et c'est correct. Si quelqu'un ne s'en sent pas diminué par ça, ça va. Mais personnellement, moi, et la littérature démontre, quelle est l'idée de dire la petite madame? Pourquoi dire ça? Là? Qu'est-ce qu'il y a il faut gratter un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce type de discours? Ouais, c'est cette question-là qu'il faut se poser. Donc, c'est bien correct si ça nous affecte pas plus que ça. Moi, personnellement, Louise, moi, ça m'horripile. Même dire, les cheveux me restent sur la tête, là. Hein? Mais je suis peut-être un peu plus, comment dirais-je, exigeante que d'autres. Oui, et connaissante peut-être aussi, hein, sur le sujet. Oui, je vois Euh, Blandine qui dit, on dit le petit monsieur, la petite madame. Et c'est ça, il faut pas non plus exagérer, là, je reconnais ça. Donc, oui, OK, ben merci beaucoup, Louise. Donc, ce fut fort intéressant. Si tu avais des ressources pour nous pourraient être intéressantes pour notre auditoire, tu pourrais me les refiler, puis moi, je oui, pourrais les refiler aux personnes participantes. parfait, je vais faire ça. Donc, il me fait plaisir de vous présenter Francine Goyette. Donc, je voulais avoir un aperçu un petit peu de l'intergénérationnel. Donc, j'ai fait dans Google intergénérationnel. Et puis, les organismes qui m'ont été identifiés, c'était les maisons des grands-parents au Québec, que je ne connaissais pas. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc, j'ai invité Francine Goyette qui est directrice générale de la Maison des grands-parents de Villeray, à nous présenter c'est quoi ça, sa maison, qu'est-ce qu'ils font, etc. Donc, juste pour vous dire l'importance des maisons des grands-parents, ils visent le bien-être des familles, incluant les personnes aînées, qui est un leitmotiv de ces actions. Donc, on nous dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant et ce village est forcément une rencontre en toutes les générations. Donc, il me fait plaisir de l'entendre Francine au sujet de sa maison des grands-parents. Donc, continuez. Si vous avez des questions pour Francine, mettez-les dans le chat et puis on les prendra à la suite de sa présentation. Donc, bienvenue Francine, puis merci beaucoup. Merci, Denise. Je veux tout d'abord vous dire que si ça avait été maintenant, notre site est hors ligne depuis 2 semaines, je pense. Il y a un bris, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper avec les assemblées générales, là. Donc, vous pourrez retrouver notre site en ligne d'ici à ce que je m'en occupe. Alors, désolée pour ça. Est-ce que tu étais capable de partir le petit vidéo? On mentionne, pour définir le rôle de grand-parent, on mentionne la bienveillance, l'amour inconditionnel et bien sûr l'écoute. À la Maison des grands-parents de Villeray, nous avons pris un rôle familial pour en faire un rôle social déterminant. Les bénévoles, majoritairement des aînés, viennent soutenir le développement des jeunes sans jugement et avec ouverture. Une famille élargie dans un quartier. Alors, bonjour à tous. Je vous remercie de me recevoir aujourd'hui pour que je puisse vous parler de quelque chose qui me passionne juste un petit peu, l'intergénérationnel et ses bienfaits. Donc, comme disait Denise, je suis directrice de la Maison des grands-parents de Villeray. C'est un quartier de Montréal, un quartier central de Montréal. C'est la MGPV, je vais l'appeler comme ça parce que Maison des grands-parents de Villeray, ça fait long un peu.
C'est un organisme communautaire qui est né d'une réflexion sur le rôle social et familial des aînés. On existe depuis 1992 et on regroupe majoritairement des bénévoles aînés désireux de s'impliquer auprès des autres générations. On ne fait jamais d'activité aînés pour aînés, c'est toujours aînés pour différents groupes d'âge. On a pris donc le rôle familial de grands-parents pour en faire un rôle social, dans le même esprit bienveillant. En fait, à l'origine, ce sont des jeunes qui étaient dans un centre jeunesse qui ont écrit une lettre à la FADOC, la Fédération de l'âge d'or du Québec, pour dire essentiellement, nous, on n'a pas de grands-parents, puis vous autres, vous en avez plein. Pouvez-vous partager? Ce qui est mignon quand même, c'est la lettre se résumait pas mal à ça. Et il y a des dames qui habitaient dans Villeray qui ont décidé de reprendre la balle au bon, puis qui ont créé tranquillement la maison des grands-parents. Donc, à l'intérieur de différentes activités variées, enrichissantes, les aînés jouent un rôle actif dans leur communauté et favorisent le partage de l'expérience des différentes générations pour un enrichissement mutuel. En fait, notre slogan, c'est «Nous tissons des liens entre les générations». Les aînés sont le moteur de la MGPV. Ce sont eux qui orientent les actions, qui seront faites, qui les déterminent, qui les posent. Je tiens à souligner ici que nous avons reçu en 2017 le titre d'outil de paix à Montréal pour le travail de médiation que nous effectuons entre les générations. Il y a beaucoup de jeunes dans notre quartier qui nous appellent la Maison du Bonheur. Euh, les aînés qui œuvrent chez nous pensent souvent la même chose, là, parce que c'est le bonheur pour tout le monde qui est ici. La MGPV est la première des 6 maisons des grands-parents du Québec, donc la maison modèle, hein. Alors, il y a Sherbrooke qui vient de fêter son 25 ans, Trois-Rivières, Laval, Sainte-Foy, qui est devenu un quartier de Québec entre-temps, et le Grand-Joliette, qui est une région plus rurale. Chacune des maisons est différente, mais évolue autour de l'engagement social, de la participation citoyenne des aînés, ainsi que de la solidarité entre les générations. Les MGP organisent leurs actions avec pour point de départ la mission grands-parents et le milieu où elles sont implantées. C'est évident que les besoins ne sont pas les mêmes dans un quartier urbain central comme Villeray que dans une banlieue comme Laval ou un milieu semi-agricole comme Joliette. Donc, un autre principe qu'elles ont, c'est qu'elles n'offrent pas de services professionnels. Même si on a des professionnels qui sont là comme bénévoles, ils ne sont pas là à titre de professionnels, ils doivent rester dans un rôle de grands-parents. Donc, c'est des grands-parents affectifs et solidaires. On parle d'écoute, d'entraide, de soutien, des moments, des plaisirs partagés, de l'absence de jugement, bref, l'amour, tout simplement. Euh, Pour nos bénévoles, nous autres, on part des capacités des aînés, alors que la majorité des services ailleurs, en place ailleurs, parlent des incapacités. On travaille avec l'évolution du vieillissement de chaque bénévole. J'ai des bénévoles qui sont ici depuis 20 ans, là. Je vais quand même vous dire, la plus âgée à ce moment a 94 ans. Donc, on reste dans le positif. L'ambiance est joyeuse, est très concentrée. Bref, je pourrais même vous dire, à titre de directrice générale, mais n'allez pas le dire à personne, on est souvent des hurluberlus, là, un peu. Mais on a beaucoup de plaisir, on est centré autour du plaisir, du rire, du plaisir d'être ensemble. Euh, Par contre, il y a une aînée bénévole qui me disait récemment que la maison l'avait aidée sur plusieurs points, puis je voulais vous le souligner. Elle me disait, elle savait pas que je préparais cette rencontre-là, puis elle me disait, bon, moi, ça m'a aidé à rester active, positive, en forme. Donc, elle bouge, elle a des projets, elle les réalise. Les compétences qu'elle a acquises au cours de sa vie lui servent. Elles sont précieuses et reconnues. La maison l'a aidé à lutter contre l'isolement aussi. Elle s'est fait des relations, a bâti des amitiés avec des personnes de tous les âges.
Les jeunes du quartier la reconnaissent et la saluent. Elle a un réseau autour d'elle avec des intérêts similaires, qui, vi- qui- des gens qui vivent un vieillissement sans barrière mentale. Euh, la maison l'a aidé aussi à augmenter son estime de soi. C'est quelqu'un qui glissait dans sa tête vers l'insécurité puis des incapacités physiques et psychologiques. C'était vraiment de l'auto-agisme, comme disait Louise tout à l'heure, là. Et là, elle a retrouvé cette joie de vivre. Puis on a tous des tamalous, là. Est-ce que ça s'utilise en Ontario, tamalou? Tu as mal où? Alors, quand on a des discussions, tout à coup, ça parle des tamalous. Euh, petite particularité peut-être. La maison l'a aussi aidé à faire face à un membre de sa famille. Leur relation s'installait dans l'abus et la violence psychologique envers elle. Elle me disait qu'elle a repris les rênes de sa vie avec le support des intervenantes puis de d'autres bénévoles. Mais maintenant, elle sait qu'elle a encore une valeur personnelle et sociale. Elle est capable de garder le cap. Sa relation avec le membre de sa famille, sans être forcément toujours positive, et pas non plus toxique. Cette dame-là a des ressources, elle sait où s'adresser en cas de besoin et elle suit un plan d'action qu'elle a elle-même dressé, ce qui est intéressant quand même. Euh, Chaque jour, j'entends des témoignages qui me vont droit au cœur. Il y a un aîné de 90 ans qui s'est exclamé, on préparait l'année avec les jeunes raccrocheurs, les adolescents. On préparait le programme d'activité, puis il s'est exclamé, ah, mes amis, vous rendez ma vieillesse heureuse. Et j'ai trouvé ça très touchant. Début 2021, on a animé des ateliers sur Zoom, puis il y a une des bénévoles. C'est pas facile pour les aînés début 2021, hein. Il y avait un micron qui venait d'arriver. Bon. Euh, mais j'ai eu la chance d'entendre quelqu'un me dire, lorsque la pandémie sera terminée, il faudra que les plus âgés soient présents pour les jeunes. C'est pas facile ce qu'ils vivent et ils n'ont pas les outils de vie que nous avons. Nous, on en a traversé des épreuves, on est résilients. Ce sera notre tour de les aider à se trouver et à se bâtir. Je trouve ça très précieux pour moi, ces choses-là. Euh, Récemment, quelqu'un m'a aussi raconté, je regarde là, oui, ça va, m'a aussi raconté, tu sais, Francine, en vieillissant, on voit moins bien, on entend moins bien. Avant de venir à la MGPV, j'avais peur des jeunes qui sortaient de l'école secondaire. Ils sont comme 2000 massés sur les trottoirs, là, à la sortie. Il me disait, ils se massent en groupe sur le trottoir, ils gesticulent en parlant fort. Je préférais changer de côté de rue sans en avoir l'air avant. La semaine dernière, j'ai pris mon courage à deux mains puis j'ai continué tout droit. Il me disait, Francine, ils se sont écartés à mon approche. J'ai continué en leur souriant et en les remerciant. Un des jeunes m'a reconnu. Il m'a présenté ses amis comme étant Il m'a présenté à ses amis comme étant un bénévole de la NGPV, un ami des jeunes. J'étais très touchée. Les autres se sont mis à nous questionner. J'ai passé un moment très agréable avec eux. Hein, quand on se dit qu'on se met des barrières, là, il y a moyen de rester dans le positif. Puis, en fait, je vais vous dire, l'intergénérationnel, ça apporte des bienfaits à tous ceux qui s'y frottent le moindrement. C'est tellement riche. Euh, il est important de souligner que les maisons des grands-parents figurent au plan d'action Vieillir et vivre ensemble chez soi et dans sa communauté du Secrétariat aux aînés du Québec parce qu'elles œuvrent au niveau d'un vieillissement actif et positif. Euh, on constate tous les jours les bienfaits de ce type de vieillissement où on est entouré par une organisation, des collègues, presque un milieu de travail choisi, en plus rigolo aussi, parce que le rire est vraiment là. Puis un vrai milieu de vie, là, tu sais, le milieu fait partie d'un tout, puis il permet de contrer l'agisme et les préjugés. Les préjugés des deux côtés, hein. Vous savez, les vieux sont comme ça, les jeunes sont comme ça. Nous autres, ce qu'on dit, c'est qu'on a tous le même âge, c'est juste pas au même moment. Donc, on est capable de se comprendre.
ça nous amène à une meilleure compréhension de l'autre génération, puis le développement d'attitudes plus positives envers l'autre. C'est des bienfaits qui sont mutuels lors d'une rencontre intergénérationnelle. Je le vois tous les jours. Ça amène également à la diminution des préjugés, puis à l'amélioration de la qualité et de la quantité des interactions entre les générations. Donc, c'est comme important. L'agisme, c'est dans la société, mais ça part aussi de la posture de chacun. Tu sais, quand on se met dans la tête, je suis seule, je me sens inutile, j'ai peur de sortir, j'ai rien à faire, on est devant les quatre I, isolement, inutilité, insécurité, inactivité. Les maisons des grands-parents servent à battre ces quatre I. Euh, je parle vite, hein? Bon, en tout cas. En faisant de l'intergénérationnel, de l'aîné vers les jeunes, les maisons des grands-parents offrent aux aînés des interventions avec la participation sociale, une santé mentale positive, puis un mode de vie socialement actif. C'est des pierres angulaires de la prévention et de la promotion de vieillissement en santé. Puis j'attache directement la prévention de la maltraitance des aînés à leur isolement. Euh, la présence d'un réseau fort, d'un réseau social fort autour des aînés, je pense que c'est un facteur important de protection. Euh, on parle d'empathie, de respect des autres, de l'écoute, du réseautage amical. C'est l'essentiel de la vie, là. Tu sais, ici, excusez, on parle aussi de développement de la résilience tant individuelle que collective. Puis ça, depuis la pandémie, on a encore plus axé là-dessus. Euh, Au Québec, je ne sais pas, mais on a vu beaucoup de décrochage scolaire. Les jeunes qui étaient entre le primaire et le secondaire ont des difficultés immenses à s'intégrer au secondaire. Ceux qui finissaient leur secondaire et passaient au collégial ont comme décroché aussi. Donc, il y a un travail qui est à faire. C'est fou ce que les aînés peuvent leur apporter parce que les aînés ne sont pas menaçants. Ils n'attendent pas une performance du jeune. C'est la place d'un grand-parent, c'est d'écouter, hein, d'être présent, mais les jeunes se retrouvent face à les parents qui exigent des performances, les professeurs, les éducateurs, les directeurs d'école, les entraîneurs exigent des performances, alors qu'ici, on n'en exige pas. En fait, je vais terminer en vous donnant des ressources à consulter au besoin, à part notre site Internet, là, comme je vous disais, euh, le modèle des maisons des grands-parents, c'est unique. Il a fait l'objet d'une recherche par l'Institut sur le vieillissement actif et la participation sociale des aînés de l'Université Laval. Vous pouvez trouver sur l'Internet les cahiers qui ont été publiés suite à cette recherche-là. Il s'appelle Les maisons des grands-parents, un modèle québécois. Je vous invite également à aller visiter le site d'Intergénération Québec, qui a publié récemment une boîte à outils pour organiser des activités intergénérationnelles. C'est toutes sortes de petits outils. On y a travaillé avec eux, mais c'est vraiment, vraiment top. Là, ils faisaient le lancement il y a une semaine et demie. C'est tout frais. Alors, je tiens à vous remercier pour votre écoute. Puis j'imagine, ou en tout cas, peut-être que j'espère que vous avez des questions. On n'a pas beaucoup de temps, mais il y avait un petit vidéo que je voulais faire passer. En fait, il y a deux petits vidéos. Je ne sais pas si on est capable de les regarder. Euh, Benchel, est-ce que ça peut fonctionner? OK, là, on parle de l'Intergénération Québec. Naissance est un modèle, disons, novateur. On Ah, on ne voit pas les Benchel, images. on voit pas les images, Benchel. La maison des grands-parents de Villeray, c'est la Bon, première des pas de six. son ou pas d'image. On a le choix. Tu sais, J'adore la technologie. C'est pas encore au point, la technologie, en fait, je trouve. Et-
C'est un petit vidéo, ça, qui a été tourné pour... Est-ce que vous Ah, entendez? vas-y, je vous laisse aller. La maison des grands-parents de Villeray, c'est la première des 6 maisons existantes au Québec. C'est elle qui a donné naissance à un modèle, disons, novateur, qui en fait depuis 1992 un chef de file en matière d'intergénérationnel. On est à peu près une centaine de bénévoles, puis on joue un rôle très actif dans le quartier. Ça nous permet aussi de transmettre d'importantes valeurs à toutes les générations. Sans nous, vous savez, bon, je pense que la maison n'existerait pas. Nos services s'adressent à toutes les générations, dont les jeunes familles et les enfants. On met à votre disposition une friperie, une bibliothèque, un centre informatique. Puis on a aussi des activités de groupe comme des cafés rencontres pour maman et des cuisines collectives parents avec halte garderie. Et vous savez que nos grands-mamans se font un plaisir de percer vos bébés. Je m'appelle Leila et ça fait à peu près 2 ans et demi que je fréquente la maison des grands-parents de Villeray. Donc, moi, personnellement, j'ai fait une dépression post-partum et ces activités-là avec Art Garderie, ça m'a permis de prendre un recul sain et nécessaire de la vie de maman, de socialiser avec d'autres mamans. Puis là, ma fille, elle a 2 ans et demi et on vient dans les activités, par exemple, de brunch intergénérationnel et elle reconnaît le chemin pour venir à la maison des grands-parents. Donc, à chaque fois qu'on passe le chemin, elle dit Maman, on va à la maison des grands-parents. Comme ça fait longtemps que nous fréquentons la maison des grands-parents de Villeray, c'est devenu comme une deuxième famille, surtout que ma famille à moi est loin. Donc, c'est vraiment très apprécié. Il s'agissait d'une vidéo qui a été tournée pour expliquer nos services aux familles de 0,5 ans, avec des enfants de 0,5 ans, là. Ce qui est très drôle, c'est que Leïla a tellement apprécié la maison des grands-parents comme utilisatrice qu'elle est devenue présidente de la maison. Alors, et qu'elle vient de l'Ontario. Elle s'est retrouvée à Montréal toute seule. J'ai vu dans le chat que quelqu'un demandait comment on fait pour recruter des bénévoles. On est renommé dans notre quartier quand même. Ça fait 32 ans qu'on est là, qu'on est très actif, qu'on participe à l'aide alimentaire, qu'on est dans des événements. Les gens viennent nous voir, ils viennent à nous pour se proposer. C'est vraiment un plaisir, ils nous connaissent, là. On est rendu à voir les enfants de nos premiers bénévoles qui sont maintenant à la retraite, qui viennent se proposer. Des fois, des frères et sœurs qui arrivent en disant, ben, il y a eu tellement de plaisir ici que là, c'est mon tour d'être là. Tu sais, donc, ça va bien. Par contre, on est parti avant la pandémie d'une normale de 110 bénévoles par année, donc à peu près 14 000 heures de bénévolat à la fin de la pandémie, comme on n'avait pas fait de recrutement, on n'a pas fait de recrutement en fait pendant 3 ans, on était rendu à 40 bénévoles parce qu'on a eu des décès, on a eu toutes sortes de choses. Mais là, ça remonte. On est rendu entre 80 puis 90. Là, c'est tranquillement, on va retourner à la normale. Alors, c'est. Mais je pense qu'il faut donner aux gens le goût d'être là quand on fait du recrutement. Puis, nous autres, on a tellement de choix d'activités que tout le monde trouve quelque chose, trouve sa place. Autant l'accueil, l'enseignement du tricot dans une école, mais, ou de travailler avec des jeunes décrocheurs scolaires. On a un programme d'aide aux devoirs. Mais si le jeune a encore besoin, qu'on sent que la famille et c'est difficile, on va l'accompagner au secondaire et là, nos bénévoles ont le droit d'amener le jeune au théâtre ou au cinéma, dans des restaurants. On paye les coûts, là. Alors, on est on est quand même un organisme riche en force de nos bénévoles, mais on possède notre édifice à Montréal à côté d'un métro. C'est
pas nécessairement évident. Et non, je vois une question. Je suppose qu'il n'a pas besoin de motiver les bénévoles. Je pense que c'est eux autres qui me motivent le matin. Moi, j'ai hâte d'arriver pour travailler le matin. J'ai de la difficulté à partir le soir. Là, je peux vous le dire. On commence à me parler de quand est-ce que tu vas prendre ta retraite? Parce que vous voyez que non, moi, j'ai pas de teinture, là. Mais non, je ne voudrais pas de retraite. J'ai bien trop de fun ici. Il faudrait que je me trouve autre chose à faire. Tu sais, je vais être trop de fun à être ici. Alors, c'est ça. Bien, merci beaucoup, Francine. J'avais juste une question. Est-ce qu'il existe des guides ou des cahiers ou des exemples pour la création de maisons de parents? Euh, Tu connais-tu des sites que tu pourrais me donner que tu pourrais m'envoyer, que je pourrais partager avec nos personnes participantes? En fait, je vais vous proposer que les gens m'écrivent. Bon, il y a les deux guides, les maisons des grands-parents, un modèle québécois qui peuvent vous aider. Mais si vous avez besoin de documents, de différentes choses, moi, la maison des grands-parents a décidé de partager ces choses. Celle de Villeray, on partage avec les autres maisons des grands-parents, mais on partage largement nos documents, ce qu'on crée, et ça nous fait plaisir parce que, écoutez, moi, je considère on est subventionné par le gouvernement du Québec, mais aussi par Centraide du Grand Montréal. euh, Ce qui est dans les, je pense, est-ce que vous avez des centraides ou c'est United Way? En Ontario, ça doit être Ouais. United Way. Bon, donc c'est la même chose, c'est la même type d'organisation, mais pour moi, c'est des dons, c'est les impôts des gens ou c'est des dons, donc ça fait partie, ça a été créé avec de l'argent public, donc on partage. Alors, si ça vous intéresse d'avoir quelque chose, c'est direction@mgpvilleréaulon.org. Merci beaucoup. Donc, on est à notre fin. Ce fut vraiment instructif, éducatif, et puis je suis certaine qu'on va pouvoir prendre certaines de vos idées, de vos ressources là, dans nos organismes et même pour nous-mêmes. Donc, c'est une bonne conscientisation au niveau de l'intergénérationnel et au niveau de l'âgisme. J'en suis bien fière. Donc, merci à Louise, merci à Francine, puis j'espère qu'on va vous revoir incessamment. Et puis, j'aimerais aussi remercier nos partenaires. Là, j'ai pas mon PowerPoint, là, mais on est souvent en lien avec la FAFO, c'est sûr, la Fédération des aînés francophones de l'Ontario, que vous pouvez visiter à fafo.ca, mais aussi avec le réseau national CNPA, oblique RCPMTA. Ça aussi, c'est sur le site Internet. Puis aussi avec Elder Abuse Prevention Ontario, où il y a plein de ressources aussi au niveau de la maltraitance des aînés. Donc, je vous salue, je remercie les personnes participantes. On a eu on a beaucoup de remerciements et puis de bravos au niveau des présentations. Donc, durant aujourd'hui, je ne sais pas avec Benchel, aujourd'hui ou au plus tard demain, on vous fait parvenir un formulaire d'évaluation qu'on vous invite à remplir. Et puis, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas là, à nous contacter. Donc, merci beaucoup en cette journée bien spéciale. Et puis, se retrouve à d'autres occasions, à d'autres webinaires. Merci beaucoup.